Bonjour Monsieur le recteur de l'Académie. Nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Perron-Terray. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous accorder une interview durant laquelle nous aborderons 3 grands sujets. À savoir le rôle d'un recteur dans une académie, vos projets et votre quotidien. Puis nous aborderons le sujet qui vous amène ici aujourd'hui, l'éducation aux médias et à l'information, avant de conclure avec un échange sur la question de la lutte contre le sexisme. Après une carrière universitaire en tant qu'enseignant-chercheur, vous avez été nommé recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand le 24 juillet 2019 dernier. Était-ce un projet que vous aviez de longue date ou une opportunité qui ne se refuse pas? Et de manière plus générale, comment devient-on recteur? C'est beaucoup de bonnes questions. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on me les pose sous cette forme. Donc, elles sont intéressantes. Peut-être d'abord dire effectivement, comme vous le disiez, que j'étais, au départ, je suis professeur d'espagnol. J'ai enseigné ces 20 dernières années à l'université, dans une faculté de lettres et de sciences humaines à Montpellier. Et donc, c'est vrai que j'ai été pleinement investi dans mon métier d'enseignant depuis plus de 20 ans. Et puis voilà, c'est plutôt une opportunité qui s'est présentée, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de devenir recteur d'académie. J'avais été président d'un concours important qui s'appelle l'agrégation d'espagnol il y a quelques années, entre 2010 et 2014. Et c'est à cette occasion que j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale et que ensuite j'ai été approché pour devenir recteur. Donc ça, c'est les origines. Peut-être pour préciser que recteur, ça n'est pas un métier, à la différence d'enseignant, c'est-à-dire qu'on peut être recteur quelques années et ensuite ça peut s'arrêter et on redevient là où on repart là où on était avant, c'est-à-dire moi, je peux, après ce poste de recteur ou après un deuxième poste de recteur, redevenir enseignant-chercheur à l'université de Montpellier où j'enseigne. Voilà pour un peu les explications. Vous découvrez l'Académie de Clermont-Ferrand et ses départements ruraux. Quelle importance accordez-vous à l'école en territoire rural? Comment voyez-vous l'avenir du service public d'éducation nationale dans des territoires qui se dépeuplent? Alors, là encore, c'est des questions riches. Peut-être dire pour commencer qu'effectivement, d'abord je découvre l'Auvergne à l'occasion de cette nomination, donc maintenant ça fait bientôt 18 mois. Je connaissais très mal l'Auvergne avant. J'étais passé par le Puy-en-Velay, par Clermont-Ferrand sur la route des vacances. Moi je suis breton d'origine par ma mère et donc de la Bretagne vers le sud, je passais parfois par l'Auvergne. Donc je connaissais juste le territoire comme ça en passant. Donc j'ai vraiment là, depuis 18 mois, eu l'occasion de découvrir les 4 départements. Pour moi, c'est très important d'être évidemment très présent sur le Puy-de-Dôme, puisque le rectorat, il est à Clermont-Ferrand, mais d'être très présent sur les 4 départements, donc sur l'Allier comme aujourd'hui, le Cantal, la Haute-Loire, et donc le Puy-de-Dôme comme je le disais. Donc c'est important d'être le plus présent possible partout, sur les 4 départements, pour voir comment les choses se passent. La fonction de recteur, pour revenir sur une question qui était posée tout à l'heure, c'est voir comment se passe le service public de l'éducation nationale sur tous les 4 départements, voir comment les réformes sont mises en œuvre, l'application des programmes, l'application des projets, voir un peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est mon quotidien, c'est-à-dire être le plus présent possible sur le terrain. D'accord. Je ne sais pas si j'ai oublié une partie de la question. Non, vous avez très bien répondu. Pourquoi ne peut-on pas être moins nombreux dans une classe? Alors, là, ce sont des questions importantes. D'abord, il faut savoir que le ministère, il donne des moyens, il donne de l'argent à chacune des académies. Il y a 30 académies en France, en métropole et puis dans les territoires des DOM-TOM. Donc au total, on réfléchit à la fois à l'échelle locale, à l'échelle de l'académie, mais aussi à proportion du nombre d'élèves dans l'ensemble des académies. Donc ça veut dire que d'abord les moyens ne sont pas illimités, les budgets qu'on nous confie, il y a un budget pour l'éducation nationale, mais il y en a un aussi pour la justice, il y en a un aussi pour la police, il y en a un pour l'hôpital. Tout ça c'est de l'argent public, donc cette répartition elle est assez complexe à opérer. C'est ce qui garantit la qualité du service public, de tous les services publics, mais en réalité on n'est pas, éducation nationale, les seuls à être des services publics. Donc l'argent il faut toujours savoir où on le met, pour qui, pour quels besoins et aussi pour quels effectifs. Donc très concrètement, c'est vrai que dans l'académie de Clermont-Ferrand, on est plutôt une académie qui perd des élèves. C'est une réalité démographique. Et c'est encore plus vrai dans certains départements comme le Cantal, comme l'Allier,
alors que le Puy-de-Dôme a tendance à gagner des élèves. Mais ça veut dire que pendant que nous, on perd des élèves à l'échelle de l'académie, eh bien, il y a d'autres académies, notamment en région parisienne, où il y a de plus en plus d'élèves et où il faut construire des nouveaux établissements, des nouvelles écoles, des nouveaux collèges, des nouveaux lycées. Et donc les moyens, ils sont répartis aussi en priorité là où il y a le plus besoin, c'est-à-dire là où il y a de plus en plus d'élèves. Voilà, c'est comme ça aussi que les choses sont pensées. D'accord. Cette année scolaire a été marquée par 2 confinements, différents protocoles sanitaires. Comment gérez-vous l'académie face à la crise sanitaire ? Alors d'abord dire que c'est une crise sanitaire majeure, pas simplement pour la France mais dans le monde entier, et donc ça a été à la fois un choc, un bouleversement, une situation complètement inédite. Que cette situation du confinement, on ne l'avait pas vraiment anticipée. C'est vrai, quand on a vu la situation d'abord en Chine et en Italie, c'est vrai que peut-être naïvement, on n'a pas pensé que ça pourrait aussi arriver en France. Donc ça a été une surprise pour tout le monde, y compris au plus haut niveau de l'État. Et qu'ensuite, il a fallu prendre les problèmes les uns après les autres. Donc d'abord la décision très forte de fermer, et puis la décision de réouverture. Donc moi, en tant que recteur, j'ai été très heureux que les établissements, les écoles, les collèges et les lycées ils puissent rouvrir, et pas simplement en septembre, mais dès le mois de mai, parce que ça nous semblait être une priorité pour les élèves. Mais ça veut dire beaucoup de questions, beaucoup de solutions à trouver, jour après jour, pour essayer de proposer la meilleure qualité d'école et de scolarisation aux élèves en fin d'année dernière et puis aussi à la rentrée. D'accord. On imagine que le travail de recteur est particulièrement prenant. Vous reste-t-il du temps à consacrer à vos passions ? Alors, d'abord, peut-être dire que l'école, ça a été ma passion, moi, toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était institutrice et j'ai été élevé dans la passion de l'école. C'est-à-dire que pour moi, l'école, ça a pris beaucoup d'importance très tôt dans ma vie, grâce à ma mère, voilà, qui avait consacré elle-même sa vie à l'enseignement. Ensuite, il se trouve que j'ai moi-même fait le choix de devenir enseignant, donc c'était un choix important, et que ça a conditionné beaucoup de choses dans ma vie, mais que dans ma profession d'enseignant, j'ai toujours mis en relation des choses qui me plaisaient profondément, c'est-à-dire la lecture, les études, la culture, toutes les formes de culture, la musique, les arts, je ne sais pas moi, la peinture, mais aussi l'architecture, le patrimoine, et que le métier d'enseignant, il ouvre aussi à tout ça. Donc des passions qui sont des vraies passions pour moi, profondes, depuis le tout jeune âge, elles se concrétisent aussi dans mon travail, dans mon métier et dans ma vie au quotidien. Donc il ne me reste pas beaucoup de temps pour vraiment mes passions personnelles. Peut-être que je fais moins de sport qu'avant, par exemple, mais j'ai la chance quand même au quotidien de pouvoir être en lien avec des vraies passions pour moi. D'accord. Alors Mathieu va prendre la parole. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici à Sérilly. Est-ce la première fois que vous vous aventurez dans le pays de Tronchet ? Alors, je suis quand même venu plusieurs fois dans l'Allier. C'est Lurcy-Lévis ce matin et puis Sérilly cet après-midi, c'est la première fois. Donc, alors peut-être en profiter pour dire une chose, c'est que j'étais donc tout à l'heure ce matin à Lurcy-Lévis. À Lurcy-Lévis, on m'a dit, d'abord au service du rectorat, on m'a dit « Oh, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un recteur qui est monté là-haut ». À Lurcy-Lévis. Alors j'ai dit mais combien de temps ça veut dire longtemps ça veut dire combien de temps? Et on m'a dit sans doute au moins 15 ans. Et puis en étant au collège de Lurcy-Lévis, quand j'ai discuté avec le personnel de la restauration scolaire, les agents du conseil départemental, ils m'ont dit moi je suis là depuis 98 et on a au moins pas vu de recteur depuis 98. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit moi j'étais là en 94 et donc il n'y a pas eu de recteur au moins depuis 94 à Lurcy-Lévis. Donc ça prouve quand même que ça faisait un moment. Donc pour moi, c'est la première fois, mais depuis bien plus longtemps que ça, il n'y avait pas eu de recteur d'académie ici au nord de l'Allier. Voyage-t-on beaucoup à travers l'académie quand on est recteur ? Oui, on voyage beaucoup à travers l'académie. Pour moi, c'est un plaisir. C'est même essentiel. Parce que pour moi, ça n'est pas un métier ou une fonction administrative. Pour moi, ça doit être très concret. Et donc je fais en sorte, et j'y insiste, toujours auprès de mes équipes, parce qu'on a beaucoup de réunions, j'ai beaucoup de réunions au rectorat, j'ai beaucoup de visioconférences en ce moment, mais je dis toujours, moi j'ai besoin d'aller voir comment ça se passe dans les 4 départements, et donc je vais très souvent dans les 4, mais notamment
en Haute-Loire, notamment dans le Cantal et notamment dans l'Allier. Donc c'est vraiment important parce que c'est vraiment là qu'on voit les choses, comment elles se passent, qu'on voit les problèmes et puis qu'on voit aussi les solutions. À quelle régularité vous rendez-vous sur le terrain? Alors, au minimum, c'est disons 2 fois par semaine. C'est-à-dire, par exemple, cette semaine, ce sera même plus, ce sera 3 fois, puisque je suis dans l'Allier aujourd'hui, je serai ensuite dans le Cantal jeudi, et je visiterai un autre lycée dans le Puy-de-Dôme vendredi. Donc voilà, en moyenne, c'est 2 fois. Vous êtes venu dans notre collège aujourd'hui afin de remettre le prix Mediatix à la rédaction Perron TV et pour observer le fonctionnement de la rédaction. Est-ce à dire que vous considérez aujourd'hui l'éducation aux médias et à l'information comme un enjeu essentiel? Oui, c'est un enjeu essentiel. D'abord parce que vous, comme élève, vous devez le savoir, les médias, c'est notre vie quotidienne. Par le fait que c'est beaucoup plus accessible, notamment grâce au téléphone portable, où on peut regarder la télévision, accéder aux réseaux sociaux, lire la presse, accéder à des blogs, accéder à tout type d'informations et tout type de réseaux sociaux. Donc c'est votre vie quotidienne à vous, ça ne l'était pas forcément quand moi j'étais élève. Et donc il y a aussi des problèmes qui sont nouveaux et qui n'existaient pas avant, sur la question en tout cas, ou qui existaient de façon moins importante avant, sur la question de qui dit quoi, quelle est la source, quand l'article a été publié, qui l'a signé, comment on le fait passer, le fait que tout circule beaucoup plus vite, sans temps nécessairement important pour se poser, pour réfléchir, pour savoir qui a produit le contenu. Ça, c'est plutôt nouveau, c'est beaucoup plus vif aujourd'hui, et ce sont des enjeux majeurs d'éducation pour les élèves que vous êtes, mais aussi pour les adultes. Vous avez pu le découvrir lors de cette visite, la rédaction est engagée dans plusieurs reportages d'envergure. Cette année, la rédaction a notamment décidé de participer au concours Zéro Cliché et de contribuer à la lutte contre le sexisme, y compris au sein des établissements scolaires. À cet effet, je vais vous laisser avec Horizonte, déjà autrice d'un article sur le mouvement du 14 septembre. Bonjour. Dans notre société actuelle, nous déplorons de fortes inégalités hommes-femmes. Bien que les filles obtiennent généralement de meilleurs résultats scolaires, une fois entrées dans la vie active, elles occupent des postes moins haut placés et perçoivent un salaire moins élevé que les hommes. Cette situation m'amène à vouloir lutter contre toutes les formes d'inégalité et notamment contre le sexisme. Selon vous, est-ce que le sexisme est présent dans les établissements scolaires et comment se manifeste-t-il? Que peut faire un recteur pour lutter contre cela? Alors c'est vraiment des sujets passionnants et des sujets qui me passionnent et que moi je porte très fortement en tant que recteur. Donc d'abord dire effectivement que le sexisme existe. Il existe alors de façon plus ou moins développée, de façon plus ou moins brutale, de façon plus ou moins visible, mais il existe. L'important c'est d'abord que nous en ayons toutes et tous conscience et qu'on essaye d'actionner des leviers pour changer les choses. Alors il se manifeste comment? Il se manifeste dans le climat scolaire, par exemple, c'est-à-dire, je le dis souvent à mes équipes quand on parle de lutte contre le harcèlement c'est un mot générique, et dans harcèlement, on n'entend pas forcément le fait que c'est aussi très souvent du harcèlement sexiste, misogyne, c'est-à-dire il est plus en direction des jeunes filles, des élèves filles que des élèves garçons. Notamment aussi à la fois sur la mode, sur la façon de s'habiller, sur les relations qu'il peut y avoir entre les garçons et les filles. Les filles sont plus jugées sur cela que les garçons. Donc ça, c'est un exemple. Le sexisme, c'est aussi l'orientation, c'est-à-dire qui on oriente vers quelle filière, notamment sur les filières scientifiques, sur les filières du numérique, qui ensuite donnent accès à des belles carrières, à des carrières rémunératrices, où il y a beaucoup de reconnaissance. Eh bien, traditionnellement, les jeunes filles se censurent plus, et c'est le rôle des équipes éducatives, c'est le rôle des enseignants de donner aux jeunes filles les mêmes chances que les garçons. Et d'autant plus qu'elles réussissent plus et parfois mieux, mais qu'elles se censurent davantage. Donc le but, c'est aussi d'accompagner ça. Peut-être un autre exemple que je peux prendre autour de la question du sexisme enfin, ambiant ou plus ou moins matériel, c'est aussi la question des locaux, la question de l'espace. Comment l'espace est mis à disposition des filles et des garçons. Alors l'exemple qu'on prend beaucoup, on le prend beaucoup sur le premier degré, c'est-à-dire sur les écoles primaires, mais on dit souvent, il y a une tradition
très historiquement ancrés où les jeux de ballon, les jeux de foot, les jeux de basket, tous ces jeux qui sont souvent plus pratiqués par les garçons, ça occupe le centre de la cour. Et puis ceux qui ne jouent pas à ça, ceux et celles qui ne jouent pas à ça, ils sont un peu relégués sur les côtés, ils n'ont pas trop de place, ils sont un peu en situation d'invisibilité. Il y a au milieu de la cour des jeux de ballon qui sont traditionnellement des jeux de garçons, et donc ça veut dire que les garçons sont au centre. Donc ça c'est un exemple, c'est l'espace. Mais on pourrait aussi aborder une question qu'on n'aborde pas souvent, mais qui est la question des toilettes, par exemple, la question de l'hygiène dans les toilettes. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène dans les toilettes, dans les établissements? Qu'est-ce qui fait que les jeunes filles se sentent aussi libres d'aller aux toilettes autant de fois qu'elles en ont besoin dans la journée ou pas? Parce que ces questions souvent ne sont pas traitées, et ne sont pas traitées sous cet angle-là. Donc c'est beaucoup. Je prends un autre exemple, c'est sur les pratiques de classe avec les enseignants. Alors le sujet me passionne, je ne sais pas si... Voilà, mais j'ai beaucoup de choses à dire, parce que c'est vrai que j'essaye d'y réfléchir et d'essayer de faire avancer les choses. Par exemple, dans une classe, quand les enseignants interrogent, est-ce qu'ils se posent toujours la question de savoir s'ils interrogent autant de filles que de garçons? C'est-à-dire autant que la parole soit équitablement distribuée entre les filles et les garçons. Ça, c'est très important, parce que plus on parle à l'oral, plus on prend confiance en soi aussi. Et quand on a la réponse et qu'on ne la dit pas, qu'on la garde pour soi, on engrange moins de confiance en soi que ceux ou celles qui ont levé la main. Donc ça, c'est très important. Et très souvent, ça, on ne le voit pas, parce qu'on voit d'abord les mains qui se lèvent en premier, et puis une fois qu'on sait qu'on ne peut pas interroger tous les élèves, donc une fois qu'on a interrogé 3 ou 4 élèves, on passe à la question suivante. C'est la question de comment on distribue la parole. Je prendrai juste un dernier exemple, parce qu'il m'a marqué et que c'était juste au moment où j'ai été nommé recteur. Je suis allé dans un établissement, c'était un collège. Il y avait une chorale qui s'était montée. Et donc, il y avait... alors, c'était une chorale qui devait être une chorale des 4e pour les 6e, pour les accueillir. Et donc, ils sont montés sur l'estrade, dans la salle un peu de spectacle. Et puis, sur l'estrade, les garçons se sont mis devant et les filles se sont cachées derrière. Et puis, ils allaient commencer à chanter et je me suis arrêté. Il se trouve que j'ai fait cette visite, c'était une visite de rentrée. Il y avait aussi la préfète du Puy-de-Dôme et il y avait aussi la députée de la circonscription. Et elles m'ont regardé toutes les deux. Et elles m'ont dit, monsieur le recteur, c'est pas un peu bizarre, on voit que les garçons. Alors, on s'est arrêté, on a essayé de demander si on pouvait faire en sorte qu'on voit aussi les filles. Et c'était un peu compliqué en fait. Ça avait l'air très simple, mais c'était compliqué à faire changer parce que les garçons, ils étaient contents d'être devant. Puis finalement, quelque part aussi, les filles, elles n'étaient pas mécontentes d'être derrière parce qu'elles ne voulaient pas trop être exposées, pas trop qu'on les voit. Et donc, alors on sait qu'en chant, on mélange pas forcément les voix des filles et des garçons, mais on aurait pu séparer la scène en deux, mettre tous les garçons d'un côté, toutes les filles de l'autre, et puis quand même que les garçons et les filles soient représentés de la même façon. Donc ça, c'est un très bon exemple. On peut penser que ce n'est pas important, mais il se trouve que dans un moment où le collège était mis en lumière, où il y avait des invités officiels, où c'était un moment de reconnaissance, eh bien, spontanément ou pas spontanément, mais en tout cas, les filles s'étaient cachées et les garçons étaient devant. Et j'ajoute une chose, puisque moi ensuite j'en ai parlé avec ma fille qui a 5 ans et avec qui je parle beaucoup de ces questions-là. Et j'ai dit en plus, quand les élèves ont commencé à chanter, il se trouve que les garçons qui étaient devant, ils n'ont pas beaucoup chanté et que c'était plutôt les filles qui étaient derrière qui chantaient. Donc c'est un exemple, ça ne vaut que comme un exemple, mais il est quand même un peu significatif de toutes ces petites choses infimes sur lesquelles on doit travailler, qu'on doit améliorer à tous les moments de la journée, à la fois le temps scolaire, le temps périscolaire, à la fois les activités artistiques et les disciplines plus traditionnelles. Voilà, ça montre l'ampleur de cette question égalité filles-garçons et lutte contre le sexisme et la misogynie dans les établissements. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire, j'ai été un peu long. Cette année, le 14 septembre, les jeunes filles de collège et de lycée se sont mobilisées contre le sexisme et les restrictions sur les tenues vestimentaires. Pour l'article que j'ai écrit, j'ai interrogé plusieurs participantes et toutes avaient le même constat. Les problèmes de tenue sont souvent tournés vers les filles. Je vous livre ainsi cette citation d'une élève qui dénonce l'hypersexualisation du corps des filles. Une épaule dénudée ou une bretelle de soutien-gorge apparente ne justifieront jamais les remarques inappropriées. Le problème, c'est la remarque sexiste, pas l'épaule. Quel est votre avis sur le sujet? Pensez-vous qu'une tenue peut influencer le comportement des garçons? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que
la question de la tenue en soi n'est pas un problème, si vous voulez. La question, c'est l'éducation, et notamment l'éducation du regard et l'éducation dans l'égalité. C'est-à-dire, si les garçons ont le droit de s'habiller comme ils veulent, il faut que les filles aient le droit de s'habiller comme elles veulent. Et ce qu'il faut changer, c'est notamment le regard des garçons, le jugement des garçons. Et c'est pour ça, et ça, moi j'y insiste beaucoup en tant que recteur, mais aussi en tant qu'homme, travailler sur l'égalité filles-garçons, ça se fait avec les filles qui défendent leurs droits, mais ça se fait aussi avec les garçons. Donc il faut arriver à changer les comportements et à qui il faut comprendre que ce sera pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire de l'ensemble de la collectivité ou de l'ensemble des élèves. Et ça, c'est très important, parce que très souvent, on voit les choses du côté des filles, aussi comme un instrument de revendication, de lutte, mais on avancera beaucoup plus vite si on arrive à faire comprendre aux garçons l'intérêt qu'il y a pour tout le monde. Donc ça, je crois que c'est important. Et donc, je souscris entièrement à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça passe notamment par un dialogue avec les garçons pour leur montrer que ces jugements sont déplacés et qu'il faut que cette liberté, elle soit réciproque. Nous vous remercions de nous avoir consacré ce temps et à une prochaine pour une autre émission. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci pour votre accueil.